Bienvenue à tous. Je vais vous présenter un POC, on va dire, un Proof of Concept, une solution de LMS que j'ai montée. Voilà. Donc déjà qui je suis, alors, je vais me présenter, Stéphane Robert, je suis architecte cloud chez Outscale depuis 3 ans. Je suis auteur d'un blog technique où je vulgarise énormément en français tout ce qui touche au DevSecOps, aussi bien les concepts que jusqu'aux outils. J'ai un sujet que je porte depuis plus d'un an maintenant, qui est la sécurisation de la supply chain logicielle. Et je pense que l'actualité me donne raison. Actuellement, la chaîne de confiance qu'on avait, cette confiance intrinsèque, je pense qu'elle est un petit peu remise en cause. Les outils open source sont un petit peu faillibles ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez suivi Trivi, moi j'étais le premier spectateur. C'était un jour où je déployais et j'avais besoin de Trivi, et la dernière version, et malheur, il n'y avait plus de dépôt Trivi, et waouh, qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je suis très porté sur tout ce qui est CI/CD, forcément, donc depuis l'intégration jusqu'au déploiement. Je suis un adepte de la souveraineté, de l'open source, et surtout sortir de tous les outils qui peuvent nous, nous contraindre à rester, ce qu'on appelle le vendor lock-in. Donc mon projet, c'était parce que quand je suis arrivé chez Outscale, ma mission, c'était de monter toute la formation d'Outscale. Il existait déjà une formation sous forme de diaporama, avec quelques petits TP, mais tout était fait sur des fichiers Word, des PowerPoint, rien ASCODE, et moi je suis de la philosophie ASCODE. Donc je me suis dit, faut y aller. Donc l'objectif, c'est de faire monter en compétence les apprenants, mais pas simplement en venant dans une salle avec 12 personnes. J'en ai fait un certain nombre de formations, et je peux vous dire c'est haletant, c'est prenant, parce qu'on n'est pas outillé pour ça. Si je vous raconte les ouvertures de session, on doit ouvrir les comptes Wi-Fi parce que les personnes viennent avec leur PC. On doit leur donner des AKSK, mais il faut que ça soit sécurisé. Donc c'est 3 heures de perdu dans la formation. Voilà. Et donc l'idée, c'était de créer une plateforme complète de formation où les gens pouvaient venir en toute autonomie à n'importe quel instant. Et surtout travailler sur des cas réels. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ils arrivent, on leur donne un challenge, ils doivent le réaliser, mais ils ont le droit d'échouer. Moi, j'adore échouer, c'est là où j'apprends de toute façon. Et donc je pense qu'on est tous comme ça. Et donc voilà, et ensuite il y a donc ça, cette partie-là, je ne vais pas encore travailler, mais il y aura une partie d'évaluation. C'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils auront rendu leurs résultats, je valide. Oh, mince, c'est pas bon. Il va falloir corriger pour passer à l'étape suivante. Voilà, donc c'est toute cette, on va dire, cette ergonomie dans le site qui va se retrouver par la suite. Mon cahier des charges. Mon cahier des charges, il est simple. Je pense que si vous me connaissez, moi, c'est la sécurité d'abord. On dit DevSecOps, mais je pense que maintenant, on devrait dire SecDevOps. La sécurité d'abord, même si les devs, ils n'aiment pas ça, parce que ça leur met des contraintes, ça enlève de la productivité et tout ça. Mais je pense qu'on arrive à une époque là où sécurité d'abord. Ça, c'est indiscutable. Ensuite, tout doit être sous forme d'ASCODE. C'est-à-dire que, je vais en parler après, toutes les solutions qu'on utilise dans l'éducation, les LMS, c'est tout du WYSIWYG. C'est-à-dire qu'on vient coller une ligne avec du texte, on colle une image. Non, là, moi je veux vraiment utiliser les technos ASCODE, c'est-à-dire que pour décrire une formation, je vais utiliser du Markdown par exemple. Pour écrire des schémas, je vais utiliser du D2 ou une autre solution. Ensuite, je voulais que la solution soit multilingue. C'est-à-dire qu'on est dans un groupe d'assaut où beaucoup de gens nous imposent de parler en anglais. Et donc du coup, voilà, support multilingue. Et puis sur le déploiement, bien sûr,
faut que ça soit du cloud natif, c'est-à-dire déployé dans des clusters Kubernetes, et surtout déployé automatiquement via les techno GitOps. Donc j'en ai cherché un de LMS, j'ai testé les Moodle, j'en passe, les solutions propres à Dassault Systèmes. Ça ne convenait pas, c'était du receiving, donc j'ai pas été, on va dire, un adopteur. Et donc du coup, je voulais aussi pouvoir avoir des labs complètement interactifs, c'est-à-dire que se retrouver vraiment dans un contexte d'utilisation. Donc ça n'existe pas ce LMS de rêve, donc je vais le coder. Alors je vous rassure, hein, je suis un ancien dev, je connais bien ce métier, hein, j'ai été formé au développement durant mon cursus universitaire. J'en ai fait pas mal pendant les 10 premières années, après c'est vrai que j'ai migré beaucoup sur l'infra, mais voilà, je suis quand même un adepte du code, même si je reconnais que j'utilise beaucoup d'IA aujourd'hui et que je le challenge beaucoup. Donc la plateforme Cloud Native, c'est je vais déployer dans un cluster. Je vais utiliser un pool de comptes haut scale, c'est un compte, des comptes clients, hein, comme vous en utilisez. Ensuite, dans le cluster, quand l'apprenant il va venir sur l'interface, il va demander un TP. Ce TP va se lancer et ça se lance dans un conteneur, tout bêtement, dans un pod. Hein. J'en parlerai après, mais ce pod il va avoir un certain nombre de contraintes pour éviter les problèmes de sécurité. Et ensuite, il faut gérer aussi le cycle de vie, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient provisionner des ressources depuis ce pod, ces ressources ne faut pas qu'elles traînent. Il ne faut pas qu'il puisse déployer je ne sais quoi, un malware, un ransomware ou ce genre de choses, ça ferait désordre. Donc il faut gérer le cycle de vie, c'est-à-dire depuis la création jusqu'à la destruction. Donc l'idée c'est de prendre 50 comptes, un pool de 50 comptes outscale, donc un par apprenant, parce qu'on ne peut pas avoir un apprenant qui crée un cluster Kubernetes, puis un autre qui arrive qui retombe sur le même cluster. Donc voilà, donc ça fait un compte, un apprenant. Ensuite, cet apprenant, on va lui enlever un certain nombre de droits, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser les AKSK root du compte root outscale. On va créer un user auquel on va accrocher des policies. Et dans ces policies, on va lui interdire de créer des AKSK. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il pourra revenir sur le même compte, utiliser ces AKSK. Ensuite, on va lui enlever pas mal de choses. Créer un utilisateur. Voilà. Un certain nombre de choses que j'ai retirées. C'est pas encore complètement finalisé, mais pour le moment, il est bien contraint. Je pense qu'on peut encore le contraindre un peu plus. Donc tout ça pour appliquer le principe de moindre privilège. En fait, quand il arrive dans son pod, il est autorisé de ne faire que ce qu'il autorise. Il a le droit de faire que ce qu'il est autorisé de faire. Il n'a pas le droit de faire autre chose que... Donc quand l'apprenant il vient, donc il demande un compte. Ce compte lui est attribué, il reçoit une AKSK. Donc cette AKSK, je l'ai dit, c'est pas l'AKSK root, c'est l'AKSK d'un user qui a été créé à la volée. C'est pas un pool de users qui est créé avant, ils sont vraiment créés tout à la volée via des calls d'API, bien sûr. Et ensuite, une fois qu'il a cette AKSK, donc il fait cette action de démarrer un TP, à partir de là, il va l'utiliser. Cette AKSK va lui permettre de créer les fameuses ressources outscale. Donc il va créer des VM, des disques, je ne sais quoi, des clusters OKS. Et une fois qu'il a fini son TP, donc il arrête le TP. Derrière, automatiquement, donc, il peut dire j'arrête le lab. Ou, s'il oublie de l'arrêter, il y a un petit job qui passe toutes les heures et qui vérifie qu'il n'y a pas de lab qui traîne. Et donc toutes les ressources qui ont été créées avec ce pod vont être aussi nettoyées. Donc vraiment, on gère tout le cycle de vie. Alors la grosse contrainte, c'est tout est as code. Donc ça veut dire que pour chaque TP avec on va dire un contexte bien défini et des outils autorisés et ainsi de suite, ça veut dire que ça demande de créer autant de conteneurs que de TP. Donc c'est la seule contrainte. Ça se gère plutôt bien quand on connaît bien les Dockerfiles et qu'on maîtrise le sujet.
Ces conteneurs, ils sont popés sans aucun droit route, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas descendre aux machines hautes qui portent le cluster cube. Tout est bloqué. Au niveau réseau, j'en ai pas parlé, mais si, je vais en parler. Le namespace, il est complètement isolé. C'est-à-dire que je retire tous les droits, à part ceux de venir se connecter en SSH et d'appeler l'API Outscale. C'est les seuls flux que j'autorise. Et ensuite, comme j'en ai parlé juste avant, cette notion de temps d'exécution, c'est-à-dire que quand on demande un environnement de TP, on a 4 heures pour le réaliser, et au bout des 4 heures, le pod se détruit. Pareil pour la connexion. Alors là, c'était le plus gros challenge, c'est-à-dire qu'il fallait pouvoir donner un accès au conteneur via une connexion SSH. Il y aurait d'autres solutions plus techniques, mais je suis parti sur cette solution-là. Quand il lance le TP, en fait, on génère une clé SSH donc temporaire. Cette clé, donc, il la reçoit. Il reçoit même la chaîne de connexion. Il a le droit de se connecter depuis un terminal, bien sûr, mais aussi depuis VS Code. C'est ce qui m'a demandé un peu plus de travail. C'est que VS Code, il a besoin de recevoir un certain nombre de choses par des ports un peu particuliers. J'ai un peu tâtonné, ce qui m'a donné plus de travail, je pense, la partie VS Code. Donc il est capable, depuis VS Code, d'interagir dans le TP. Et donc il peut coder dans VS Code. Moi, j'adore. Donc forcément, vu qu'il n'y a qu'une seule clé SSH et que s'il ne la partage pas, il n'y a que lui qui est autorisé de se connecter. Donc comme je l'ai dit, tout est ASCODE. Depuis le contenu de la formation, jusqu'au TP, tout est ASCODE. Par contre, comme c'est du multilingue, ça demande de gérer 2 langues. Mais on a dans tous les cas cette obligation. Donc bien sûr, ça apporte pas mal de choses comme sympathique, c'est que tout est reproductible vu que c'est ASCODE. À chaque fois qu'on va le jouer, on obtiendra le même résultat. Je vais vous faire une petite démo. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus sympa. Donc c'est pas une maquette, c'est vraiment, il est installé dans un cluster cube, on y accède via un traffic. Donc on se connecte. Donc on arrive sur son dashboard, on voit toutes les formations qu'on a pu ouvrir. Il y a un catalogue. Donc le catalogue, c'est les formations Outscale. Il n'y a qu'une seule formation qui existe, tout le reste c'est du mock-up. Donc c'est la formation OKS. Dans cette formation, on va retrouver le fonctionnement d'un LMS classique, c'est-à-dire que vous allez avoir des leçons. Donc la première leçon, on rappelle sur Kubernetes, où on peut lire un certain nombre de choses. On pourrait mettre des vidéos, on pourrait mettre un certain nombre de choses. Donc classiquement, des graphiques, comme j'ai dit, qui sont construits avec D2, qui permettent d'avoir des choses un peu sympathiques qu'on voit souvent sur LinkedIn d'ailleurs ou dans d'autres sites sociaux. Et bien sûr, tout à la fin, on peut lui dire, ce TP, je termine la leçon. Je peux lui dire, finalement, je ne maîtrise pas le sujet. Je la remets non terminée. Ensuite, des quiz. Ceux qui connaissent mon site, ils vont reconnaître un petit peu le look, mais je reprends en fait le code de mon site. Donc il pose un certain nombre de questions. L'affichage des questions est complètement aléatoire. Même les propositions dans les QCM arrivent de manière aléatoire. Donc accrochez-vous pour retrouver. Et il y a un pool de 300 questions. On vous en propose 10, donc il y a de quoi jouer un certain temps. Données de santé, brevets, secrets industriels. Ensuite, vraiment nos actifs stratégiques. On va venir sur le TP. Donc on arrive ici et là il dit il y a un lab interactif. Donc on clique sur ouvrir le lab. Je n'ai pas montré, mais avant j'ai récupéré un compte Outscale. Donc le lab il se construit, c'est pas instantané,
c'est du cube, donc le pod, il faut qu'il démarre. Donc à partir de là, on récupère la clé SSH. Je suis pas à l'aise avec une main. Je la vois plus. Voilà, je la colle. Je l'ai collée. On a la chaîne de commande. On peut copier également. L'effet démo, ça marche, c'est merveilleux. Donc à partir de là, on est donc dans un conteneur. Si on lui dit, vas-y, fais-moi un sudo apk add, parce que je crois que de mémoire, sudo n'existe pas, donc il n'a pas le droit, on n'a pas d'élévation de privilège. Puis à partir de là, on peut dérouler le contenu du TP qui demande de créer un environnement virtuel pour installer la CLI OKS. Donc je vais le reproduire, je ne vais pas tout faire le TP, mais on va voir. Donc on est vraiment guidé. Voilà. Ah, je crois que j'ai loupé une étape. Si j'active pas l'environnement, ça va pas jouer. On recharge. Tac. Bon, ça va pas le faire. Et on installe. Donc tout est fait pour que l'apprenant suive le fonctionnement. Donc il apprend à installer l'appli là ici et que ça fonctionne. Dans le Dockerfile, j'ai dit tu m'installes du Python et ainsi de suite, tout ce qu'il faut et même du kubectl si de mémoire je me souviens bien la dernière fois que j'ai utilisé. Voilà. Donc les outils sont préinstallés pour certains et d'autres sont à la charge de l'apprenant. Et comme j'expliquais juste avant, une fois qu'il a terminé, donc là il y a la fameuse chaîne de connexion avec VS Code. Je ne vais pas faire la démo, mais bon, ça fonctionne. Et ensuite, on arrête le lab et donc là, il tue le pod et il décommissionne tout ce qu'on a pu créer juste avant. Je reviens sur mon PowerPoint. Alors, est-ce que j'ai un petit retour d'expérience. Le plus dur, c'est de tracer tout ce que fait l'apprenant. En fait, je n'ai pas montré, mais tout ce qui tape, c'est stocké. Et donc, ça me permet de récupérer, on va dire, pas mal d'informations. C'est ce qui va servir également à auditer ce qu'il a fait. Et donc, du coup, derrière, je récupère pas mal d'informations pour nettoyer ce qu'il a fait. La tempo sauve les ateliers, ouais, c'est parce que sans autodistribution, on se retrouve avec plein de pods qui vivent leur vie dans la nature. Et donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique de créer cette petit outil. C'est tout écrit en. Là, c'est du Python. Cet petit outil qui vient tuer les pods qui sont un petit peu zombies. Je me suis bien amusé à intégrer tout ce qui est la partie sécurité. Restreindre l'API, je pense que c'est un truc obligatoire. Je vois trop souvent de gens qui travaillent avec des comptes routes sur leur compte cloud. Je trouve ça un peu super dangereux. Et voilà. Et puis le Hascode, comme je le dis souvent, c'est super plaisant parce qu'on reproduit, on peut corriger et on passe pas son temps à cliquer dans tous les sens. On tape beaucoup au clavier, certes, mais voilà. La suite, j'aimerais bien que ça devienne un produit open source. On en discute, mais voilà, c'est pas moi qui prends ces décisions-là. Pourquoi pas l'ouvrir à d'autres providers, là ça fonctionne sur l'OKS, mais on pourrait l'utiliser sur
j'ai pas le droit de citer, sur d'autres fournisseurs de cubes. Le passer à l'échelle, pourquoi pas plus d'apprenants, plus de TP, plus de cours, voilà, et puis enrichir, comme j'ai dit, enrichir le catalogue, quoi. Donc voilà, le LMS qui n'existait pas, je me suis amusé à le coder et j'ai appris beaucoup de choses et j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.